Simplicie était restée seule à la maison, elle préparait l'appartement pour la réception de son frère, dont elle attendait le retour avec impatience. Des pas se firent entendre sur l'escalier. « C'est innocent, je reconnais son pas, » dit Simplicie en courant joyeusement ouvrir la porte. « C'est toi, Innocent? » Ah! Et Simplicie, terrifiée, repoussa la porte et alla se cacher dans le lavoir. La porte ne tarda pas à se rouvrir, les mêmes pas se firent entendre dans l'appartement, mais plus précipités, Simplicie entendait aller, venir, chercher, fureter. Plus morte que vive, elle se gardait bien de bouger, car, en courant au-devant d'Innocent, elle avait vu apparaître sa tante, accompagnée de Boginski. Madame Bombec. Où diable a-t-elle passé? Cherchez donc, Boginski. Vous êtes là comme un bonhomme de plâtre, regardez partout, ouvrez tout. Boginski. Je vois rien, Mame. Madame Bombec. Voyez dans ce cabinet, c'est un sale lavoir, elle y est peut-être. Boginski entra, aperçut Simplicie blottie dans un coin, elle joignait les mains d'un air suppliant pour qu'il ne la dénonçât pas. Boginski, qui était bon garçon et qui savait combien elle serait malheureuse si sa tante la reprenait, fit un petit signe rassurant à Simplicie, eut l'air de chercher partout, remua les marmites, les casseroles, il mit une marmite sur la tête de Simplicie, un balai devant ses jambes, il accrocha un torchon à la marmite. « Rien, dit-il, personne, c'est étonnant. » Et il sortit du lavoir. Madame Bombec le regarda et, le menaçant du doigt. « Je crois que tu me trompes, mon garçon, laisse-moi y aller voir moi-même. » Elle entra, regarda partout, ne vit rien, sortit et allait partir, quand un bruit retentissant la fit rentrer dans le cabinet, où elle aperçut par terre Simplicie, que la peur et l'émotion venaient de faire tomber en faiblesse, la marmite avait dégringolé, le balai avait roulé, et Simplicie apparut aux yeux courroucés de sa tante. « Je suis donc un diable, un Satan. Est-ce ainsi qu'on se comporte envers sa tante? Allons, sors de là, je te pardonne, mets ton chapeau et viens avec moi. » Non, non, je ne veux pas. Boginski, pour l'amour de Dieu, sauvez-moi, ne me laissez pas emmener, gardez-moi jusqu'à l'arrivée de Prudence et de Cause, qui sont allés chercher Innocent. Madame Bombec s'élança vers sa nièce pour la saisir et l'emmener de force, mais Boginski se plaça devant Simplicie. Non, non, Mame Bombec, moi pas laisser prendre par force pauvre enfant. Pas bien, ça? Non, pas bien. Drôle, cria Madame Bombec, misérable ingrat. Et, se jetant sur Boginski, elle voulut passer, il la repoussa doucement, elle l'accabla d'injures, de coups, il supporta tout et ne bougea pas d'une semelle. Pas bien, Mame Bombec, pas bien. Battre moi, ça fait rien, moi pas faire mal, mais battre enfant, c'est mauvais. Pauvre petite. Elle a peur, veut pas venir, veut rester, faut la laisser. Animal, dit Madame Bombec en s'éloignant, je te croyais plus plat. J'aime mieux ça, je n'aime pas les gens qui me cèdent toujours. Vous avez raison, mon ami, il faut laisser cette péronnelle. Qu'en ferais-je, au total? Qu'elle aille au diable. Ça m'est parfaitement égal. Madame Bombec regarda Simplicie avec dédain, et, tournant les talons, elle marcha vers la porte d'entrée. Ouvrez, dit-elle à Boginski. Boginski ouvrit et attendit pour la laisser passer. Passez donc, puisque vous êtes là, continua-t-elle. Boginski passa. Il n'eut pas plutôt franchi le seuil, que Madame Bombec poussa la porte avec violence, mit le verrou et se retourna vers Simplicie d'un air de triomphe. Te voilà prise, ma fille, pas moyen d'échapper à la vieille tante. Ce que je veux, je le veux bien. Sera bien fin celui qui m'attrapera. Vas-tu finir ton train, toi, Polonais? Cria-t-elle à Boginski, qui frappait à la porte. Oui, oui, tambourine, mon garçon, démène-toi. Je les tiens à présent. Boginski criait, appelait, frappait, Madame Bombec criait, jurait et se frottait les mains. La malheureuse Simplicie, consternée, pâle comme une morte, tremblant de tous ses membres, n'osait ni répondre aux cris de Boginski ni faire un mouvement. Madame Bombec la regardait avec un rire moqueur, elle se plaça devant elle, les bras croisés, Simplicie recula jusqu'au mur, sa tante la suivit jusqu'à ce que ses bras, qu'elle tenait toujours croisés, touchassent à la poitrine de Simplicie. « N'aie pas peur, je ne te battrai pas », ses yeux lançaient des éclairs. « Je ne suis pas en colère,
je veux seulement te faire voir que je ne me laisse pas jouer comme un enfant, que Boginski ne peut m'empêcher de faire ce que je veux, et que s'il me plaît de t'emmener, je t'emmènerai. » Simplicie poussa un cri, auquel répondit un cri sauvage, elle reconnut la voix de Coz. « Au secours, au secours !» cria-t-elle. « Coz, sauvez-moi !» Madame Bombec la saisit dans ses bras vigoureux malgré son âge, la poussa dans la seconde chambre, dont elle verrouilla la porte, ouvrit une porte qui donnait sur un petit perron, et, voyant qu'il n'y avait personne dans la cour, elle empoigna Simplicie, sauta les 3 marches du perron, la tenant toujours et l'entraînant après elle, et courut à la voiture qui l'avait amenée. Elle y poussa Simplicie, y monta après elle, et ordonna au cocher de retourner rue Godot, 15. Le cocher partit, et Simplicie se trouva encore une fois au pouvoir de sa tante. Son désespoir fut terrible, son imagination lui représenta les scènes les plus affreuses, elle sanglotait, et se tordait les bras. « Simplette, dit madame Bombec d'une voix radoucie, je t'ai cherché partout le lendemain de la scène où je t'avais battu, je ne t'ai pas trouvé puisque tu t'étais sauvé. Boginski et moi nous t'avons cherché à la pension où l'on ne t'avait pas vu, chez madame de Roubier, où l'on n'a jamais voulu me laisser entrer, malgré tout ce que j'ai pu faire. J'ai été fâché de ta fuite, j'ai craint de te laisser sans autre protection qu'une sotte bretonne et un rustre polonais. J'ai vu en retournant à la pension, il y a une demi-heure, descendre de voiture Prude et Coz, je suis accouru ici, te sachant seul, je t'ai demandé poliment au concierge, il m'a indiqué ta porte et c'est toi qui m'as ouvert. Maintenant, écoute-moi, je ne veux pas que tu restes à la charge de madame de Roubier, je suis ta tante, et c'est chez moi que tu dois demeurer, et tu y demeureras. Oh! Tu as beau gigoter et sangloter, tu y viendras, et tu vivras seul avec moi, je ne veux pas de Prude, qui te gâte et qui te laisse faire des sottises. Je ne veux pas de Coz, qui a aidé à ta fuite, et je ne veux pas d'Innocent, qui est un sot. Je te promènerai moi-même, je te ferai travailler. Et moi, je me tuerai si papa me laisse chez vous. Mais non. On ne se tue pas pour si peu de choses, mais nous voilà arrivés, descends et monte l'escalier pendant que je paye le cocher. Madame Bombec, qui avait été si fine avec Boginski, le fut moins avec Simplicie, celle-ci ne fut pas plutôt descendue de voiture, qu'elle partit comme une flèche et courut vers le boulevard, madame Bombec, ébahie, appela d'abord, voulut courir ensuite, mais le cocher l'arrêta. « Mon argent, s'il vous plaît, bourgeoise. » Madame Bombec. « Je vous payerai tout à l'heure, mon ami. » Le cocher. « Du tout, du tout. Je connais ces rubriques. On se fait voiturer, puis on s'arrange pour disparaître sans payer. » Madame Bombec. « Malheureux. Tu vas me faire perdre ma nièce, la voilà qui tourne sur le boulevard. » Le cocher. « Eh bien? Il n'y a pas de mal, elle n'avait pas déjà l'air si joyeux quand vous l'avez jetée dans ma voiture comme un paquet de linge sale. » Misérable. Je te dis? Le cocher. Il n'y a pas d'injures qui tiennent. Vous avez la langue bien pendue, mais je n'écoute pas tout ça, moi. Il me faut mes 2 francs pour l'heure, et je ne vous lâche pas que vous ne me les ayez versés dans la main que voici. Et le cocher, maintenant fortement le bras de madame Bombec, lui présentait la main restée libre. Madame Bombec jura, tapa des pieds, mais paya. Il était trop tard pour courir après Simplicie, elle rentra de fort mauvaise humeur, s'en prenant à tout le monde de sa mésaventure, et se promettant de faire repentir Boginski de la part qu'il y avait prise. Pendant que Simplicie se trouvait au pouvoir de madame Bombec, Coz et Prudence, informés par Boginski de ce qui s'était passé, employaient leurs efforts réunis pour briser la porte ou faire sauter la serrure afin de délivrer Simplicie, dont ils avaient entendu le cri de détresse. Prudence courut chercher du renfort, elle ne trouva que le concierge, qui monta précipitamment avec une seconde clé de l'appartement. La clé tourna, mais le verrou était mis, comment l'ouvrir? Coz, désespéré, donna un si vigoureux coup d'épaule que la porte tomba, toute la ferrure s'était brisée. Ils se précipitèrent dans l'appartement, personne, ils ouvrirent la porte de la chambre à coucher, personne encore, mais la porte du perron, restée ouverte, leur apprit l'enlèvement de la malheureuse Simplicie. Tous restèrent consternés. « Je cours, dit enfin Boginski, Mame Bombec emportée pauvre mamselle, moi la rapporter. » Prudence pleurait, Innocent se désolait, Coz restait pensif, les bras croisés, la tête baissée. « Mame Prude, dit-il d'un air résolu, moi vous aider. »
moi courir chez Bombec, moi demander mamselle, si Bombec pas vouloir donner, moi tout casser, ouvrir porte, arracher mamselle, caloter Bombec, courir à fiacre avec mamselle et amener ici. Prudence. C'est impossible, mon pauvre Coz, madame Bombec porterait plainte contre vous, et comme Polonais, vous seriez condamné et puis chassé hors de France. Coz. Moi pas vouloir quitter France, moi rester chez papa de mamselle et monsieur Innocent. Alors, moi quoi faire pour aider? Prudence. Attendons le retour de Boginski, peut-être nous la ramènera-t-il. Coz. Et si pas ramené? Prudence. Alors j'écrirai à monsieur Gargillier pour qu'il vienne tirer ma pauvre petite maîtresse des griffes de cette femme abominable, et nous retournerons tous à Gargillier. Coz. Dieu soit béni quant être à Gargillier. Coz se résigna à attendre, Prudence le chargea d'avoir soin d'Innocent pendant qu'elle irait informer madame de Roubier de ce qui venait d'arriver et lui demander conseil sur ce qu'il y avait à faire pour avoir Simplicie. Boginski courait à la rue de Godot, pendant que Simplicie courait à la rue de Grenelle. Elle avait souvent parcouru la distance qui la séparait des mesdemoiselles de Roubier, elle s'était promenée plusieurs fois aux Tuileries, de sorte qu'elle trouva facilement son chemin. Elle traversait les Tuileries comme une flèche, lorsqu'elle se sentit arrêtée, un sergent de ville l'avait saisie par le bras, il la prenait pour une voleuse qui s'échappait. « Où courez-vous donc si vite, la belle? On dirait que vous avez 100 diables à vos trousses. »« Oh! Laissez-moi, laissez-moi. Elle va venir, elle va me reprendre, elle me battra, me tuera, dit Simplicie avec détresse. »« Qui cela, elle? » dit le sergent de ville surpris. « Elle, ma tante. »« Oh! Je vous en prie, laissez-moi. Si elle m'attrape, je suis perdu. Au contraire, la belle, vous êtes retrouvée. Au secours! Laissez-moi, je veux voir ma bonne. Où est-elle votre bonne? Pourquoi vous êtes-vous sauvé de votre bonne? Je ne me suis pas sauvé, c'est ma tante qui m'a volé, ma bonne est chez madame de Roubier. Madame de Roubier? Dans la rue de Grenelle? Oui, oui, 91, c'est là où je demeure, où je veux aller. Tiens. C'est singulier, dit le sergent de ville à mi-voix, elle n'a pourtant pas mine d'appartenir à une bonne maison, cette petite. Il ne savait trop s'il devait la laisser aller ou la retenir, lorsque Simplicie poussa un grand cri, donna une secousse si violente que le sergent de ville la laissa échapper, et elle reprit sa course avec plus de vitesse qu'auparavant, criant. Au secours! Boginski, ramenez-moi! Le sergent de ville courut après elle de toute la vitesse de ses jambes, et parvenait à la saisir au moment où Simplicie tombait haletante et demi-morte dans les bras de Boginski. Pauvre mamselle, dit Boginski quand elle fut un peu remise de son émotion, madame Prude là-bas, attendre désolée. Nous croire mamselle chez madame Bombec, moi courir pour arracher pauvre mamselle. Comment mamselle ici? Je me suis sauvé pendant que ma tante payait le cocher, et j'ai couru si vite, que j'ai tout fait. C'est que j'avais si peur de la voir arriver. Le sergent de ville se retira et fit faire place à Simplicie et à Boginski, qui se dirigèrent vers le pont Royal et la rue du Bac. Boginski rentra triomphant dans le petit appartement où l'attendaient tristement Prudence, Innocent et Coz. Le retour de Simplicie fut accueilli par des cris de joie, Prudence l'embrassa à l'étouffer, Innocent lui témoigna plus d'affection qu'il ne l'avait jamais fait. Coz, en la voyant, fit un bond de joie, la saisit dans ses bras et la porta dans ceux de Prudence. On envoya Boginski prévenir madame de Roubier de l'heureux retour de Simplicie. Prudence voulut fêter cet agréable événement par un bon repas, ils invitèrent Boginski à dîner, celui-ci prit sa large part du festin, puis il retourna chez madame Bombec. 3 jours se passèrent encore et l'on ne recevait aucune réponse ni de monsieur ni de madame Gargillier. Prudence s'inquiétait de ce silence, Innocent et Simplicie s'ennuyaient, Coz était triste, il craignait qu'on ne le laissât à Paris, il redoublait de soins et d'activité pour se faire accepter. Prudence l'élevait au nu, Simplicie et Innocent ne pouvaient plus s'en passer et lui donnaient toutes les assurances possibles de son engagement chez leur père. Le 4e jour de l'arrivée d'Innocent, le facteur entra. Une lettre pour madame Prudence, 30 centimes. Prudence paya, ouvrit la lettre, elle était de monsieur Gargillier. Les enfants étaient aussi impatients que Prudence de savoir le contenu de la lettre. « Lis tout haut, je t'en prie » s'écrièrent-ils.
Prudence lut ce qui suit. Ma chère Prudence, ma femme et moi nous avons été passer 10 jours chez mon frère, et hier, à notre retour, nous avons trouvé les lettres des enfants, la vôtre et celle du maître de pension. Ne perdez pas un jour, pas une heure, pas une minute pour retirer notre pauvre innocent de cette maison où l'on fait entrer son entêtement et ma faiblesse. Quant à Simplicie, je ne veux pas non plus qu'elle reste chez ma sœur, depuis 15 ans que nous vivons, ma sœur à Paris, moi à la campagne, il paraît que son humeur violente a fait des progrès déplorables. J'accorde donc à Simplicie comme à Innocent le pardon de leur conduite absurde, et je les attends avec une impatience égale à la leur. Je n'aurais jamais consenti à la séparation qu'ils désiraient si ardemment, si j'avais pu deviner les peines et les souffrances qui en résulteraient pour eux et pour vous, ma pauvre Prudence, si dévouée, si attachée à mes enfants et à ma maison. Je voulais partir moi-même pour les ramener, mais ma femme s'est donné une entorse en descendant de voiture, elle ne peut pas bouger, et je reste près d'elle pour la soigner et la distraire. Arrivez le plus tôt possible et tâchez de trouver un homme sûr pour vous accompagner jusqu'à Gargillier. C'est à vous de voir si la personne que Simplicie nomme dans sa lettre mérite confiance. Adieu, ma bonne Prudence, embrassez bien tendrement pour nous les chers enfants. Je ne regrette pas d'avoir cédé à leurs désirs, puisque la leçon a été bonne et complète et qu'ils me reviennent meilleurs qu'ils ne sont partis. Dites-leur que nous leur pardonnons de grand cœur leur sot équipé, et remerciez Madame de Roubier de l'hospitalité qu'elle a bien voulu accorder à ma pauvre petite folle Simplicie. Je vous embrasse, ma bonne Prudence, avec tout l'attachement que vous méritez si bien. J'écris à ma sœur pour la prévenir de ma détermination. Hugues Gargillier. Quel bonheur! Oh! Prudence, que je suis heureuse. Je reverrai ma pauvre chère maman et mon pauvre papa. Et Simplicie fondit en larmes. Innocent partagea sa joie et son attendrissement. Prudence rayonnait, Cause restait triste et silencieux. Eh bien, mon pauvre Cause, que vais-vous? Vous n'êtes pas content des bonnes nouvelles que nous donne monsieur. Pourquoi moi heureux? Moi voir partir et moi aimer vous tous. Moi rester seul, triste, triste. Et personne pour consoler pauvre Cause. Mon pauvre ami, mais vous n'avez donc pas entendu que monsieur me dit que si l'homme indiqué par Mamselle Simplicie mérite confiance, il nous ramènera, cet homme c'est vous. C'est vous qui nous ramènerez à Gargillier. Moi confiance? Moi ramener? Moi rester? Moi pas quitter? Merci Madame Prude? Merci, mamselle. Merci monsieur. Et, en disant ces mots, Cause riait étouffait Prudence, secouait les bras de Simplicie, écrasait les mains d'Innocent, il était fou de joie, il demandait à partir tout de suite, de peur qu'on ne changeât d'avis. Prudence eut quelque peine à lui faire comprendre qu'il fallait attendre au lendemain. Il nous faut le temps de faire nos paquets, dit-elle. Moi faire tout en 1 heure, répondit Cause. Prudence. Il faut faire nos adieux à Madame de Roubier, la remercier de ses bontés. Cause. Cela pas long, moi dire pour vous. Prudence. Non, ce ne serait pas poli, nous devons aller nous-mêmes et à 1 heure convenable de l'après-midi. Et puis, il faut que nous menions les enfants dire adieu à leur tante. Ah? S'écrièrent les enfants avec effroi, je ne veux pas y aller. J'ai trop peur. Prudence. Avec moi et Cause, il n'y aura aucun danger. Simplicie. Mais si elle m'enferme comme l'autre jour? Prudence. Elle ne le peut plus, maintenant que votre papa vous redemande et qu'il le lui a écrit. Simplicie. Mon Dieu. Mon Dieu. Quelle terrible visite. C'est heureusement notre dernière corvée à Paris. Après le déjeuner de midi, Prudence mena les enfants chez Madame de Roubier, qui leur dit des choses fort aimables, et approuva beaucoup le changement qui s'était opéré en eux. Je vous assure, Simplicie, dit-elle, que je ne vous ferai plus aujourd'hui les reproches que je vous ai adressés il y a 15 jours, vous vous êtes corrigé de vos défauts, et je suis sûr que lorsque nous vous reverrons à la campagne l'année prochaine, vous serez aussi gentille, simple, bonne et aimable que vous l'étiez peu jadis. Il en est de même pour Innocent, ses malheurs au pensionnat ont servi à l'améliorer sensiblement. Adieu donc, mes enfants, au revoir à la campagne. Adieu, Prudence, vous n'avez rien à gagner, vous êtes aussi bonne et aussi dévouée qu'il est possible de l'être.
Madame est 1000 fois trop bonne, répondit Prudence, en faisant une profonde révérence, et très flattée des éloges adressés par Madame de Roubier à ses jeunes maîtres et à elle-même. Moi, saluez bonne Madame, remerciez bonne Madame, dit Coz, qui était entré inaperçu. Madame de Roubier sourit et tendit la main à ce brave garçon, dont elle avait entendu faire un grand éloge par les domestiques. Coz, enchanté, crut bien faire de serrer la main qu'elle lui présentait, et avec une telle force de reconnaissance, que Madame de Roubier poussa un cri, et, secouant sa main. « Quelle vigueur de poignet, mon brave garçon, dit-elle en riant. Un peu plus, vous me broyez les os. » Après la visite à Madame et à Mesdemoiselles de Roubier, Prudence et Coz menèrent les enfants chez Madame Bombec, qu'ils trouvèrent fort mécontente de la fuite de Simplicie et de la lettre qu'elle venait de recevoir de son frère. Elle reçut les enfants moitié en colère, moitié riant, elle dit à Coz qu'il était un ingrat de l'avoir quitté. « Pardon, Mame Bombec, moi pas vouloir fâcher, mais moi aimer pauvre mamzelle et bonne Madame Prude, moi triste qu'en voir battre pauvre mamzelle, et colère quand Mame Bombec battre Madame Prude. Elle besoin de Coz, vous pas besoin, vous avoir Boginski, plus avant que Coz, moi, en Pologne, domestique, lui, intendant. Ne me parlez pas de ce diable de Boginski, je n'en peux plus rien faire, il me met en colère 10 fois par jour, je lui donne des tapes, des coups d'archet, c'est comme si je chantais. Il me dit de son air calme et imbécile. Mame Bombec bonne pour Boginski, moi laisser battre s'y fait plaisir. Animal. Comme si cela pouvait m'amuser de battre une pareille bûche. Et ne voilà-t-il pas qu'hier il refuse de jouer du violon? Il se couche, il prétend qu'il a mal à la tête. Aujourd'hui, je ne l'ai seulement pas vu. Allez donc voir, Coz, ce que fait cet imbécile, il n'a pas déjeuné. Coz alla voir et ne tarda pas à revenir, disant que son ami était malade, qu'il avait la fièvre et mal à la tête. Madame Bombec s'inquiéta, s'alarma, envoya chercher le médecin. Coz était parti avec Prudence et les enfants, le reste de la journée leur parut d'une longueur insupportable. Le lendemain, à 9 heures, après avoir déjeuné, Coz alla chercher une voiture, et tous y montèrent, le cœur plein de joie. Nos 4 voyageurs, heureux et radieux, prirent leur place et s'installèrent dans un wagon, aucun incident fâcheux ne contraria leur bonheur, leurs compagnons de route ne disaient rien et ne les gênaient pas. Prudence, toujours digne de son nom, avait emporté abondance de provisions, la joie, au lieu de leur ôter l'appétit, le développa si bien, que le panier à ventre rebondi se trouva vide en arrivant. Du chemin de fer ils passèrent dans la diligence, cette fois, ni Madame Courtemiche ni Polonais ne l'encombraient, et on descendit, sans autre aventure, à la ville où les attendait la voiture de M. Gargillier. On arriva au petit castel de Gargillier. Innocent et Simplicie se précipitèrent dans les bras de leur père, qui les attendait au bas du perron. « Pardon, papa, pardon. » disaient-ils tous deux. « Que vous êtes bon de nous avoir pardonné, de nous avoir laissé revenir. » Pendant qu'ils couraient embrasser leur maman, que son entorse retenait dans sa chambre, M. Gargillier embrassait Prudence, la questionnait sur les derniers événements dont il ignorait les détails, et faisait connaissance avec Coz, que Prudence lui présenta avec un tel éloge, qu'il comprit tout de suite combien Coz avait dû rendre de service pour être tellement vanté par la sage Prudence. Il le questionna sur sa position, ses moyens d'existence. « Moi avoir rien, dit Coz, moi, pauvre Polonais, seul pas heureux. Si moi rester ici, moi si content, moi faire tout pour monsieur, madame, monsieur Nocent, mamzelle et bonne madame Prude. Moi aimer les 3, et moi pas vouloir quitter. Monsieur Gargillier. Mais, mon pauvre garçon, je n'ai pas d'ouvrage à vous donner ici, je ne peux pas faire de vous un domestique, un ouvrier. Coz. Pourquoi? Moi tout savoir, moi domestique chez monsieur le comte, moi cocher, moi bêcher, fauchère, tout faire chez vous. Monsieur Gargillier. Je veux bien croire à vos talents, mon garçon, mais vous êtes sans doute habitué à gagner beaucoup d'argent, et je n'ai pas de quoi payer les gens comme font les grands seigneurs. Coz. Moi. Beaucoup d'argent? Moi demander rien, seulement logement, nourriture, moi avoir du gouvernement 45 francs par mois, c'est assez, c'est trop. Monsieur Gargillier. Nous verrons cela, mon ami, je verrai comment vous travaillez.
Monsieur Gargillier alla rejoindre ses enfants, il les trouva à genoux près du canapé de leur mère, lui baisant les mains et témoignant leur bonheur avec une tendresse dont elle n'avait pas l'habitude et qui la remplissait de joie. Quelques jours se passèrent dans les mêmes sentiments de bonheur, la campagne apparaissait aux enfants sous un aspect nouveau et charmant. Ils ne comprenaient pas comment ils avaient pu désirer de quitter la vie tranquille, heureuse, utile, de la campagne, pour l'agitation, les ennuis, l'isolement de Paris. Ils faisaient de Paris, de la pension, de la tante Bombec, une peinture si affreuse que monsieur et madame Gargillier en riaient malgré eux. Prudence ne cessait de faire l'éloge des Polonais, surtout de Coz, et déclarait que sans lui ils eussent tous péri 10 fois. Coz travaillait comme un nègre, se mettait à tout, était partout, faisait l'ouvrage de 3 hommes, jamais monsieur Gargillier n'avait eu un si excellent serviteur, il ne tarda pas à le prendre définitivement à son service en qualité de surveillant, cocher, ouvrier, domestique, etc. Coz était plus heureux que tous les rois de la terre, il ne manquait à son bonheur que Boginski, dont il n'avait pas de nouvelles. Un jour, le facteur apporta à monsieur Gargillier une lettre qu'il lut tout haut à sa femme et à ses enfants, moitié riant, moitié fâché. « Mon frère? Vos enfants sont des nigauds, surtout Simplette, qui n'a pas voulu rester avec moi. Votre prude est une sotte que vous devriez renvoyer et qui gâte vos enfants. Ils ont emmené un de mes Polonais, c'est un ingrat, je ne le regrette pas. Voilà mon imbécile de Boginski qui s'est avisé d'être malade, il est guéri, mais il ne peut pas faire de musique, le médecin lui ordonne d'aller passer une quinzaine de jours à la campagne, comme je ne sais où le faire aller, je l'envoie demain chez vous. J'ai gardé votre sotte fille et sa sotte bonne pendant 1 mois, vous pouvez bien me garder mon Polonais pendant 15 jours. Ne manquez pas de me le renvoyer dès qu'il pourra jouer du violon. Adieu, mon frère. Dites à Simplette qu'elle est plus bête qu'une oie. Vous avez bien mal élevé vos enfants, si je les avais eus, ils eussent été élevés autrement. Votre sœur? Ambroisine Bombec. Simplicie. Tiens. Ma tante qui envoie Boginski. Je vais le dire à Prudence. Simplicie. Prudence, Boginski arrive ce soir. Ma tante l'envoie. Prudence. Que je suis contente. Quel plaisir son arrivée va faire du bien à notre bon Coz. Le voilà qui passe tout juste. Coz. Votre ami Boginski arrive ce soir, madame Bombec nous l'envoie. Bonheur, s'écria Coz, merci, madame Prude, vous bien bonne de dire à Coz, vous toujours bonne. Moi vous aider à tout préparer pour ami. Quand Boginski arriva, ni Prudence ni les enfants ne le reconnurent, tant il était changé, maigri et pâli. Il avait été fort malade, madame Bombec avait été très bonne pour lui, mais elle était si agitée, si remuante, elle parlait tant, elle grondait tellement tout le monde, que le médecin déclara que le malade mourrait si on ne lui donnait du repos en l'envoyant à la campagne. C'était lui-même qui avait demandé à aller chez monsieur Gargillier. Il ne tarda pas à se sentir mieux et à se remettre entièrement, mais il ne parlait pas de repartir, malgré les lettres pressantes de madame Bombec. Il cherchait à se rendre utile dans la maison, il mit en ordre la bibliothèque et classa les livres avec une intelligence qui étonna monsieur Gargillier. Il s'offrit à donner des leçons à Innocent et à Simplicie, et s'en acquitta si bien, déploya tant d'instructions, que monsieur Gargillier le questionna sur les années de sa vie passée en Pologne et apprit qu'il était d'une bonne famille, qu'il avait reçu une très bonne éducation et était capable d'instruire des enfants, seulement, il n'avait pas appris le français. Au bout d'1 mois, il fallut répondre à madame Bombec, qui menaçait de venir elle-même chercher son Polonais. Monsieur Gargillier fit venir Boginski et lui fit voir la lettre de sa sœur. « Que dois-je lui répondre, mon ami? Désirez-vous nous quitter et retourner chez ma sœur? » Boginski. Oh. Monsieur, moi désire ne jamais vous quitter, moi suis très heureux ici, chez madame Bombec, c'est terrible, moi, j'ai été malade de tristesse et fatigue, si j'y retourne, serai encore malade, la vie est si terrible chez elle, toujours musique ou colère. Monsieur Gargillier. Comme cela, mon ami, vous seriez bien aise de rester chez moi, près de mes enfants? Boginski. Pas aise, mais heureux, heureux. Oh. Monsieur, si vous gardez moi, pauvre Polonais, jamais je n'oublierai, serai toujours reconnaissant. J'apprendrai français bien, je parle déjà mieux, dans 1 an, ce sera bien tout à fait. Monsieur Gargillier. Alors mon cher, c'est une affaire décidée.
Vous me convenez beaucoup, vous êtes un brave garçon, dévoué, reconnaissant, sage et religieux. Je n'ai pas besoin d'un savant près de mon fils, vous en savez autant qu'il lui en faut, et je vous charge d'innocent, que vous ne quitterez plus. Boginski serra la main de M. Gargillier dans les siennes, les baisa à la mode de Pologne, et courut annoncer cette bonne nouvelle à son ami Coz, qui bondit de joie. Boginski voulut écrire lui-même à Madame Bombec pour la remercier de ses bontés, et lui expliquer que sa santé, très ébranlée, exigeait le repos et l'air de la campagne. Madame Bombec, furieuse, répondit une lettre d'injure et accusa son frère de lui avoir débauché ses 2 Polonais. 2 jours après, Boginski reçut un paquet contenant ses effets, 2 habillements tout neufs à sa taille, un violon, de la musique et une lettre ainsi conçue. Mon ami, vous êtes un brave garçon, c'est moi qui suis une méchante vieille, vous avez raison de me quitter, je vous ai rendu malheureux et malade. Je voudrais être bonne, mais je ne peux pas, la colère m'emporte. Dites à Simplette et à Prude que je leur demande pardon, comme à vous. Quand je serai corrigé, j'irai vous voir, je crains que ce jour n'arrive jamais. Mon frère me met en rage avec son calme, et ses enfants sont des nigauds qui me font bouillir le sang. Adieu, mon ami, pensez quelquefois sans colère à votre vieille amie. Ambroisine Bombec. La vie des habitants de Gargillier s'écoula heureuse et paisible, Innocent devint un charmant garçon, instruit et bien élevé, grâce aux soins de Boginski. Simplicie grandit, embellit et fut une agréable et aimable personne, elle devint la femme d'un voisin de campagne dont Innocent épousa plus tard la sœur, ils vécurent en famille, aimant la campagne, s'occupant de leurs biens et des pauvres, et redoutant Paris. Boginski resta l'ami de la maison et de ses élèves, il se trouva assez heureux pour ne pas regretter la patrie. Coz acheva aussi sa vie à Gargillier en compagnie de Prudence, elle finit, après 5 années de refus, à devenir sa femme, parce que ce mariage convenait à ses maîtres. Pendant 5 ans elle avait répondu aux instances de Coz. Jamais je ne consentirai à porter un nom que personne ne pourra prononcer. Soyons amis, travaillons ensemble pour la maison, mais restez garçon et laissez-moi demeurer jeune fille. Enfin, un jour Coz vint lui annoncer tout joyeux qu'il était reçu citoyen français, et qu'au lieu de s'appeler Korbreski, il s'était fait inscrire sous le nom de sa mère, Veniska. Maintenant, Madame Prude, vous ne refuserez pas de porter mon nom? Ce n'est pas déjà si joli de s'appeler Veniska, répondit Prudence en souriant. Voyons, Madame Prude, dites oui, il me manque vous pour être heureux, j'ai une patrie à présent, mais je n'ai pas de famille, pas de femme, pas de ménage. Eh bien? Oui, mon pauvre Coz, je ne veux pas vous tourmenter plus longtemps. Nous ne serons pas un jeune ménage. Vous avez 47 ans, moi j'en ai 35, mais nous nous unirons pour mieux servir nos maîtres, et pour nous soigner l'un l'autre quand nous serons infirmes et malades. Monsieur et Madame Gargillier furent très satisfaits de la décision de Prudence et du bonheur du pauvre Coz, qui, de cette façon, vivrait et mourrait chez eux. La noce fut superbe, le repas magnifique. Madame Bombec ne vint jamais à Gargillier, elle mourut d'une apoplexie, à la suite d'une colère effroyable. Boginski fut seul à la regretter et à soutenir qu'elle était bonne, malgré ses colères. La pension des jeunes savants ne tarda pas à disparaître, les aventures d'Innocent firent un tort considérable à M. Doguin, aux vacances suivantes, presque tous les parents retirèrent de chez lui leurs enfants. M. Doguin, aidé de M. Hervé, alla fonder une autre maison à Lyon, et eut bien soin de n'y recevoir que de bons sujets.